de la bourse. Le club de la bourse avec nos invités ce soir, je vous les représente. Isabelle Hénos, directrice adjointe de la gestion de B Capital. Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance. Bon, si on refait un petit peu le film de la journée, les États-Unis, on a une petite déception d'abord sur les créations d'emplois privés. Donc là, on voit réaction du marché, un dollar qui s'affaiblit, des taux qui redescendent aux États-Unis. Et puis 1h30 après, on a un très fort chiffre d'activité, enquête d'activité dans le secteur des services aux États-Unis pour le mois de juillet, qui est une vraie bonne surprise. Et là, hop, mouvement inverse, le dollar qui repart de l'avant et les taux qui remontent aux États-Unis. Enfin, cette sensibilité, là, on va vivre avec pendant longtemps encore, Isabelle. Mais pendant, je dirais, jusqu'au moment où la Réserve fédérale aura donné son timing, aura donné le signal d'une remontée des taux d'intérêt. On voit que toutes les statistiques aujourd'hui, elles ne sont estimées par les investisseurs qu'au regard de l'impact que ça pourra avoir sur une remontée des taux d'intérêt. Et on voit qu'aujourd'hui, même il y a des statistiques qui sont assez bien faites sur les estimations les probabilités de hausse des taux d'intérêt entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et on voit notamment cet après-midi où ça bouge énormément d'une statistique à l'autre. Pour l'instant, on est assez indécis entre une remontée qui pourrait arriver en septembre ou en décembre. Mais effectivement, quand les statistiques sont moins bonnes, on estime que la hausse des taux pourrait être reportée. Quand elles sont bonnes, là, le marché part en sens inverse. Ça a automatiquement un impact sur le dollar. Donc on voit bien derrière qu'il y a énormément de fébrilité et qu'on réagit au chiffre par chiffre. Donc ça restera comme ça tant qu'on n'aura pas une certitude quant au timing de remontée des taux d'intérêt. Maintenant, on voit quand même que les discours de la Réserve fédérale, et on en a encore eu hier soir, préparent quand même le marché à une remontée pour le mois de septembre. Donc la question, c'est pas quand, parce qu'effectivement, on sait que les premières remontées devraient être progressives, mais c'est le mouvement enclenché. À partir du moment où le mouvement sera enclenché, la façon dont le marché pourra résister. Est-ce que la croissance qu'on connaît aujourd'hui, elle est suffisamment solide pour pouvoir encaisser ce retournement-là? Bon, et c'est ce que vous notiez tout à l'heure, Benjamin. Juste encore un mot, on reprend la déclaration de Dennis Lockhart hier, donc le président de la Fed d'Atlanta. Pourquoi on l'écoute lui? Parce que c'est un centriste, hein. Généralement, il vote toujours dans le sens de la Fed. C'est pas un dissident. Voilà, il a jamais voté à l'inverse d'une décision qui a été rendue par la Réserve fédérale américaine. Il dit même pas qu'il faudrait encore une amélioration substantielle. Il dit il faudrait une dégradation d'ampleur pour que je renonce à voter en faveur d'une hausse des taux en septembre. Donc c'est même encore plus que il faut encore un peu plus, et s'il y a encore un peu plus, je voterai pour. Non, maintenant il faudrait vraiment qu'il y ait un choc fort là qui arrive d'ici septembre pour que je renonce à voter en faveur d'une hausse de taux. Tout à fait. Et l'incertitude qu'on voit sur les marchés aujourd'hui est liée au fait qu'en réalité, cette hausse des taux, je dirais, aujourd'hui, elle est actée. Et en fait, comme le disait Isabelle, la question, c'est pas tellement cette hausse des taux, c'est de savoir si on a la capacité à enclencher un processus, si on a une économie qui est solide au point de pouvoir encaisser cette hausse des taux. Et ça, en fait, on le sait assez peu parce qu'on est rarement allé aussi loin dans l'histoire. En réalité, il y a une fois où on est allé aussi loin dans l'histoire, c'est une crise dont on parle assez peu, c'est la crise de 1933 aux États-Unis, où à la suite de la crise de 1933, la Banque centrale a abaissé ses taux à quasiment zéro, a fait du quantitative easing, et on parle assez peu de cette crise parce qu'en réalité, quand on s'est retrouvé à la suite de cette crise, en 36, la Réserve fédérale a commencé à remonter ses taux, 0,25, et ça c'est... Je vous rassure, c'est pour ça que je pense, contrairement à Isabelle, que ça durera peut-être un petit peu plus longtemps. L'euphorie pourrait durer encore un petit peu plus longtemps. Je sais que vous en parlez de temps en temps avec Pierre Sabatier aussi, qui a un peu cette idée de PrimeView. La première hausse des taux est généralement assez bien encaissée, d'autant qu'elle est très largement prévue. Après, ce qui se passe en 36-37, c'est qu'en 37, on a deux hausses des taux supplémentaires de 25 centimes, et à ce moment-là, les taux courts s'ajustent très vite et on passe de 0,20 à 1,25 sur les taux courts. Et là, on a la bourse qui corrige de 50% en quelques mois. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas la suite de l'histoire, parce qu'après il y a 39, il y a le début de la guerre, et donc on ne sait pas comment... C'est quoi la mécanique? Parce que la Fed, quand même, elle nous explique déjà que de toute façon, elle sera très prudente dans le resserrement, que ce sera très graduel, que tout ça dépendra des données statistiques. Elle a déjà un discours quand même sur l'après la Fed. Elle ne nous dit pas, ça va être quelque chose de mécanique. Toutes les deux réunions, on va monter de 25 points de base jusqu'à arriver à 2,5, 3, 4%. Le problème n'est pas là, Grégoire, vous le savez très bien, c'est que le marché est binaire en réalité, et que si le marché décide d'un seul coup que le cycle de hausse des taux est réenclenché et qu'on a un mouvement de flux
sortant sur les marchés obligataires, vous allez avoir tout le monde les positions sont énormes, les liquidités sont colossales, vous allez avoir tout le monde qui va vouloir passer par la même porte. C'est ce que Bill Gross a appelé le deal d'une vie. Ah oui. Et là, vous allez avoir une tension sur les taux qui sera difficile à gérer. Et c'est ça la vraie question. C'est comment on arrive à gérer ce flux de liquidités énorme, colossal que l'on a sur les marchés dans un cycle de resserrement des hausses des taux sans tout faire éclater. Bon, qu'est-ce que ça va... est-ce que nous, en Europe, on peut être protégé d'éventuelles secousses importantes là sur le marché américain, que ce soit le marché du crédit, Wall Street? Est-ce que, je sais pas, la situation en Europe, la Banque Centrale Européenne, la faiblesse de l'euro, des taux qui seraient maintenus à des niveaux bas, est-ce que ça protège? Bon, on ne sera peut-être pas complètement immunisé, mais est-ce que ça nous protège un peu plus là? Là encore, c'est difficile à dire. Effectivement, je pense qu'on sera absolument pas immunisé parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a quand même une interconnexion qui est qui est importante. Donc, de toute façon, on aura quand même des séquelles sur effectivement un mouvement qui pourrait être violent. Maintenant, l'impact, effectivement, on est dans une politique monétaire qui est complètement inverse sur la partie européenne, mais on est quand même dans une économie qui est en début de phase de redressement. Donc, il lui faut pas de secousses supplémentaires pour enrayer la confiance, l'investissement. Ce qui manque cruellement aujourd'hui à la reprise européenne, on voit qu'il y a des signaux qui s'améliorent en termes d'activité. Le signal très favorable, c'est une reprise vigoureuse de l'investissement. Mais pour ça, il faut de la confiance. Et un mouvement tel qu'un mouvement qui serait lié à une bulle sur les marchés américains pourrait avoir un signal assez important sur la confiance des entreprises. Le marché européen, et ce qui nous a sauvés aussi, notamment en France, c'est d'avoir des grandes entreprises qui sont extrêmement investies à l'international et notamment aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ces entreprises, demain, s'il y avait un choc, elles seraient forcément touchées d'une manière ou d'une autre. Donc effectivement, on ne peut pas penser qu'on est totalement immunisé. On n'aura peut-être pas les mêmes proportions de correction, mais en tous les cas, on sera de toute façon touché par ce type de mouvement. Ouais. Benjamin ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Isabelle, parce que en fait, la seule chose qui compte dans tout ça, dans le calendrier de resserrement des taux des États-Unis, ce sont les parités monétaires, et c'est essentiellement le dollar. Et donc en fait, tout ce qui compte, c'est est-ce que les Américains, les entreprises américaines sont capables de vivre avec un dollar à parité avec l'euro, par exemple. Est-ce qu'on sait faire ça? Parce que forcément... Est-ce qu'on sait continuer à faire de la croissance avec un dollar à parité avec l'euro? Parce que le dollar, il n'y est pas à la parité. Il a quand même déjà bien rallié depuis les 1,40 qu'on a connus il y a un peu plus d'un an maintenant. Mais je veux dire, le jour où la hausse de taux est effective, forcément, il y a encore une nouvelle jambe de hausse du dollar derrière. Voir si vous avez de l'argent et qu'on vous propose d'un côté 1% de rémunération et de l'autre côté 0, vous mettez votre argent où? Voilà, donc l'arbitrage est assez simple. Et de manière durable, parce que pour l'instant, le discours de la BCE, c'est des taux des taux à zéro, mais pendant un temps, ils prendront pas le risque qu'ils ont pris en 2011 de remonter trop vite. Donc de toute façon, on sait qu'on est sur deux politiques qui sont complètement inverses pour un certain temps. Logique de flux. Les matières premières dans tout ça, Benjamin. Déjà, votre sentiment, donc Prime Finance, je rappelle, vous êtes spécialisé justement sur les matières premières. On a eu cette nouvelle accélération à la baisse du pétrole. Donc on rappelle, on a fait un point bas en mars, je crois, c'est ça, ouais. Benjamin. Ensuite, il y a eu un rebond de 20% environ. C'est un peu plus même. Voilà, on a eu une période un peu stable où on était à peu près stable sur quelques semaines. Et puis fin juin, début juillet, la nouvelle accélération à la baisse et on replonge sur des plus bas de 6 mois, que ce soit sur le Brent ou le WTI. Là, on a 2 jours derrière nous de rebond stabilisation. Est-ce qu'on a fait notre nouveau plus bas là sur le pétrole Brent et WTI sous les 50 et sous les 45 $? Je dirais que c'est une bonne question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a aujourd'hui un excédent de production au niveau mondial qui est record. On a 3 millions de barils par jour qui sont produits en plus de ce qui est consommé. Donc ça a tendance à militer pour une poursuite de la baisse. On a le retour de l'Iran, qui avait entre autres, qui va pas revenir tout de suite en augmentant sa production, mais qui avait entre autres des stocks flottants prêts à être vendus qui vont arriver sur le marché. Donc ça a plutôt tendance à militer pour une poursuite de la baisse. Nous, on pensait que la baisse irait aux alentours de 50 $. On pensait même pas qu'on irait à 46 comme on a pu le voir. Il y a sans doute des effets de flux là aussi parce qu'il y avait des très grosses positions spéculatives sur ce marché. Donc on a sans doute été un peu plus loin que la normale. Maintenant, on va rentrer dans une période de l'année où traditionnellement la consommation augmente, avec une consommation qui va augmenter de 1 million à 1 500 000 barils par jour. Et dans le même temps, on a un secteur pétrolier aux États-Unis qui commence à sérieusement souffrir, qui a réussi à se maintenir pour l'instant, mais qui s'est maintenu avec notamment, je rappelle, au premier semestre, des résultats financiers qui viennent pour l'essentiel, enfin pas pour l'essentiel, mais pour une bonne partie, à peu près 35%,
des couvertures qu'ils avaient mis en place les années précédentes, donc qui leur garantissaient un cours du pétrole nettement supérieur. Ces garanties disparaissent petit à petit au fil que le temps passe. Et donc ça va devenir de plus en plus dur. Dans le même temps, ces sociétés ont besoin de recourir au crédit pour pouvoir continuer à forer. Le crédit est de plus en plus difficile à obtenir, en particulier si les taux remontent. Mais dans le même temps, les banques qui leur prêtent, pour savoir combien elles leur prêtent, regardent quelles sont leurs réserves et regardent à quel prix on peut valoriser ces réserves. Voilà, exactement. Et donc, ça, on fait un point à peu près tous les 6 mois. Donc, le dernier prix qui avait été retenu, c'était le prix des 6 derniers mois, c'était $99 au 31 décembre. Là, on va, en octobre, on va faire une nouvelle revue avec les prix des 6 derniers mois. Et là, le prix, il sera plus de $99. Et là, il est fort à parier qu'il y a un certain nombre d'entreprises. Je rappelle que dans le domaine des pétroles de schiste aux États-Unis, il y a 2 entreprises sur l'ensemble des entreprises qui interviennent dans le pétrole de schiste aujourd'hui, si je ne me trompe pas, qui ont un cash flow, qui sont en cash flow positif. Toutes les autres sont cash flow négatifs. Ah oui. Donc ça veut dire quand même que cette résistance de l'industrie du gaz de schiste aux États-Unis, on a même vu des forages repartir un peu à la hausse là. Marginalement, oui. Marginal. En tout cas, la chute, oui, c'est stabilisé. Vous dites, c'est juste une parenthèse. Attention, le plus dur est encore à venir peut-être. Oui. Pour moi, c'est certain. Je vous l'avais dit la dernière fois, je pensais que la production allait repartir et que c'est pour ça qu'on aurait une nouvelle baisse, avec en plus le deal sur l'Iran. Je vous l'avais dit ici même. Mais je vous disais, attention, ça sera temporaire. Et derrière, la reprise risque d'être violente. Pourquoi ? Parce que 2 choses. Les pétroles de schiste ne se sont développés aux États-Unis qu'à cause de la politique monétaire ultra accommodante et des taux à zéro. Si on avait eu des taux à des niveaux normaux, jamais les pétroles de schiste n'auraient pu se développer en termes de rentabilité. C'était pas possible. On leur aurait pas prêté l'argent. Aujourd'hui, ils s'en sortent parce que comme les taux sont très bas, il continue à y avoir des fonds qui se montent pour financer ces projets qui sont très risqués mais qui peuvent rapporter gros s'ils passent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de suspendre un nombre de projets monumentaux. On est en train de licencier à tour de bras dans cette industrie. Et aux États-Unis, je vous rappelle que quand on licencie, le travailleur, il n'a pas les indemnités qu'il a en France. Donc, il va chercher du boulot ailleurs. Et donc, le jour où, si demain ça repart, vous allez chercher à recruter à nouveau, vous n'allez pas le trouver forcément tout de suite. Donc, ça va être difficile. Et on est en train d'arrêter par ailleurs des énormes projets, des pétroles offshore au large du Brésil, etc. Parce que ce sont des projets qui coûtent des centaines de millions de dollars à mettre en place et que ça coûte beaucoup trop cher. Donc on arrête ces projets et donc on prépare les crises de demain. Les prix repartiront à la hausse, c'est certain. Bon, sur la partie action, on voit là d'ailleurs une forme de divergence entre les pétrolières intégrées, la type Total qui gagne 2% aujourd'hui, et les parapétrolières, les services là qui n'arrêtent pas de couler. Les Vallourec, les Bourbon, les CGG, c'est des chutes de 4-5% par jour encore. Là. Oui, effectivement. Donc il n'y a aucune visibilité aujourd'hui sur ce type de groupe. En termes d'investissement, c'est des investissements qu'on laisse totalement de côté aujourd'hui. On est on voit que déjà les pétrolières intégrées ont beaucoup de difficultés pour relancer leur investissement. On cherche plutôt à se séparer d'un certain nombre de puits. Alors le cours dans des conditions beaucoup moins intéressantes et avec très peu d'acheteurs. Enfin, quand ils en trouvent. Donc on voit que c'est difficile du côté des intégrés, mais ils arrivent encore, pour certaines, à financer leurs dividendes sans nécessairement faire appel à l'emprunt. Mais sur toute la partie service, ça va être difficile encore un certain temps. Donc nous, sur ce type d'investissement, on reste complètement à l'écart pour l'instant. Pas envie d'être contrariant pour l'instant sur les services, mais effectivement sur les grosses pétrolières, c'est ce qu'on disait, avec le retour de l'Iran sur le marché, il y a un potentiel énorme pour certaines de ces sociétés qui sauront saisir les bons contrats, et donc il y a potentiellement un positionnement à attraper dès maintenant, parce que je pense pas que le prix du pétrole ira beaucoup plus bas, il va peut-être pas remonter tout de suite, mais je pense qu'on est proche des plus bas et qu'il y a donc des belles opportunités à commencer à saisir dans ce secteur-là. Bon, les pétrolières là effectivement qui profitent de la stabilisation qu'on observe depuis 48 heures. Total en est un exemple et gagne 2% cet après-midi dans des marchés qui vont terminer sur une belle hausse. On va peut-être même clôturer au-delà des 5200 points sur le CAC pour la première fois depuis fin avril. Le fixing en direct. Téléchargez l'application gratuite BFM Business et emportez BFM Business avec vous. Et on retrouve Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Alexandre, merci d'être avec nous. Effectivement, une belle séance, belle reprise du marché européen après la pause marquée hier. Oui, effectivement, on a un marché qui tient bon, on a un marché qui reste sur des niveaux relativement soutenus. On a les PMI ce matin qui ont encore une fois aidé. Cette semaine, on a eu à la fois les PMI manufacturiers et puis là, c'est les PMI services qui se maintiennent largement au-dessus de 50, donc toujours un signe d'expansion de l'activité économique. Donc toujours plutôt rassurant. Et puis les statistiques américaines également qui sont, je pense notamment à l'ISM, qui sont relativement bonnes, voire très bonnes, un meilleur niveau depuis 2005. Donc ça tire un peu les indices à la hausse, mais je pense que ça sous-entend également que la Fed est susceptible d'agir dès le mois de septembre. Et donc je serai moins favorable, moins optimiste sur la durabilité de ce mouvement de hausse qu'on observe depuis quelques jours, notamment avec les questions d'emploi américain dès vendredi. Je pense que les marchés ont déjà les yeux rivés sur le chiffre de l'emploi américain vendredi.
Merci Alexandre, on vous retrouve dans quelques minutes à la fin de la clôture, enfin la fin de la séance, la clôture définitive du marché européen, le CAC au fixing qui gagne 1,7%, 5202 points. Et Aurélie Blanc qui est avec nous pour le journal de l'économie. Avec les valeurs bancaires à la une, cette semaine après le plongeon en bourse du Crédit Agricole hier, la Société Générale caracole en tête du CAC 40. La deuxième banque française fait beaucoup mieux que prévu au deuxième trimestre et elle annonce de nouvelles mesures d'économie. Vincent Touraine. Même si ses résultats sont bons, Société Générale reste vigilante. La banque lance un nouveau plan d'économie de 850 millions d'euros sur les 2 ans qui viennent. Dans un environnement réglementaire toujours plus strict en Europe, SocGen prend les devants en relevant ses objectifs de capital pour se prémunir contre un éventuel retournement de cycle. Ces résultats, eux, sont nettement supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Une embellie partagée par les autres acteurs du secteur bancaire. Société Générale voit son bénéfice net bondir de 25% sur la période à 1,35 milliards d'euros grâce à sa banque de détail en France et à ses activités de marché. Finalement, la nouvelle provision de 200 millions d'euros qui porte à 1,3 milliard sa provision totale pour litige passe au second plan. Pour l'heure, la banque ne précise pas la destination de cette somme, mais comme ses 2 consoeurs, BNP Paribas et Crédit Agricole, la Générale est dans le collimateur des autorités américaines pour des transactions en dollars avec des pays sous embargo. Et le nouveau plan d'économie de la Société Générale inquiète les syndicats et le redoutent ses conséquences en termes d'emploi. La banque compte donc économiser 850 millions d'euros supplémentaires d'ici 2 ans. Elle n'a pas précisé s'il y aurait ou non un impact sur les effectifs. Troisième séance dans le rouge pour la bourse d'Athènes, moins 2,5%, plombée une fois encore par les valeurs bancaires. Semaine agitée donc pour le marché qui a rouvert lundi après 5 semaines de fermeture. La Grèce, où la perspective d'élections anticipées se confirme, sans doute à l'automne. C'est ce qu'indique le porte-parole du gouvernement. En attendant, les négociations sur un 3e plan d'aide se poursuivent. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, croit à la possibilité de trouver un accord avant le 20 août. À cette date, Athènes doit rembourser près de 3,5 milliards d'euros à la BCE. Des indicateurs en demi-teinte aujourd'hui aux États-Unis. Une déception sur l'emploi dans le secteur privé. 185 000 postes créés en juillet contre 220 000 attendus. En revanche, la croissance des services accélère bien plus que prévu. L'indice ISM des services est au plus haut depuis 10 ans. L'actualité est marquée aussi aujourd'hui par ce nouveau drame des migrants en Méditerranée. Plusieurs centaines de personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau de pêche au large des côtes libyennes. Selon un premier bilan, 250 personnes ont été secourues, 16 retrouvées mortes. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. L'expertise du débris d'avion se poursuit à Toulouse. Il s'agit de déterminer si le morceau d'aile retrouvé la semaine dernière à La Réunion appartient au vol MH370 disparu en mars 2014. Seule certitude pour l'instant, il s'agit bien d'un Boeing 777. Les résultats pourraient être connus avant la fin de la semaine. Nouvelle action coup de poing des éleveurs en colère, cette fois à Grenoble. Après une opération escargot ce matin sur l'autoroute, ils se sont rassemblés cet après-midi devant la direction départementale des territoires. Plusieurs dégradations commises. Leurs revendications sont toujours les mêmes. Ils dénoncent des charges trop élevées. Les allocations familiales baissent aujourd'hui pour 500 000 foyers, une famille sur 10. La réforme des prestations entre en vigueur. Elles sont divisées par 2 à partir de 5 600 € net par mois et par 4, dès 7 500 € pour une famille de 2 enfants. Une nouvelle grève de 24 heures dans le métro de Londres, la deuxième en un mois. Aucun train ne circulera à partir de 18h30 et jusqu'à vendredi matin. Les syndicats réclament des augmentations de salaire avant la mise en place d'un service de nuit à la rentrée. Et puis les mondiaux de natation à Kazan en Russie, mauvaise journée pour les Français. Jérémy Stravus et Fabien Gillot éliminés en demi-finale du 100 mètres nage libre. BFM Business, 17h35, c'est la clôture à Paris et c'est du vert ce soir. Oui, effectivement, 5196 points pour le CAC. On n'aura pas tenu les 5200 points en clôture. On est quand même sur des plus hauts depuis plusieurs semaines. On se retrouve là au plus haut depuis fin avril. 5196 points, plus 1,65% pour le CAC. SocGen en tête, plus 8% à l'arrivée pour le titre après la publication des résultats du deuxième trimestre. L'ensemble des secteurs cycliques également bien orientés. On a le rebond du pétrole et des cours des matières premières en général, des métaux notamment là qui profitent au secteur minier. L'indice sectoriel des ressources de base en Europe progresse de plus de 3% ce soir. ArcelorMittal à Paris par exemple gagne 4,8%. Le secteur automobile qui se reprend bien également avec des hausses de l'ordre de 3 à 4%. Un Renault plus 3,5%, Valeo plus 3,3%, Peugeot gagne un peu plus de 3%. Le secteur du luxe entouré également. On a une note positive de certains brokers, Exane notamment, avec LVMH là qui regagne 2,6%.
1,6% encore aujourd'hui. Total, plus 1,8%. Et puis en revanche, ça ne veut toujours pas pour le secteur des services pétroliers. On en parlait il y a quelques minutes. Bourbon recule de plus de 5%. Mort et les Prom, moins 4. Valourec, moins 3,5 ce soir. Voilà donc le panorama des marchés. Le CAC, donc 5196 points en progression d'1,65%. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance avec nos invités en plateau. Isabelle Hénos, directrice adjointe de la gestion de B Capital. Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance. Et on retrouve chez IG Alexandre Baradez. Alexandre, effectivement, on le disait au fixing, belle reprise des marchés européens. On a eu un chiffre très fort d'enquête d'activité dans les services aux États-Unis. Et ça n'a pas pénalisé d'ailleurs le marché actions. Ça a impliqué des réactions sur les devises, sur les taux et sur les actions. Ça a même renforcé un petit peu la hausse. Et donc, j'ai envie de vous dire que c'est de ça dont il faut se méfier. C'est justement qu'on a à la fois d'un côté un dollar qui se renforce très nettement, on l'a vu aujourd'hui, on le voit déjà depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, renforcement du dollar, et on a des marchés actions qui montent toujours. On a vu sur les derniers résultats de sociétés américaines, publiés donc il y a quelques jours, on est toujours dedans d'ailleurs, que pour plusieurs groupes, le dollar fort, si on peut le qualifier comme ça, impactait, selon l'activité, les résultats. On voit qu'au niveau des importations, ce dollar fort se traduit, on a la balance commerciale qui est tombée cet après-midi, se traduit par des exportations qui stagnent et des importations qui, à la revanche, progressent nettement. Ces importations progressent donc parce qu'il y a à la fois un dollar qui est relativement fort, donc qui favorise ce contexte-là, mais parce qu'également il y a la demande intérieure. Donc ça veut dire que le dollar fort, pour l'instant, ne pénalise pas la demande intérieure. Et un autre élément qui est important, qui me fait dire que cette hausse des marchés actions aujourd'hui, il faut doublement s'en méfier. Si vous regardez l'ISM, la composante, l'ISM c'est la gestion d'approvisionnement, si vous voulez. C'est une enquête réalisée auprès du secteur, et il y a des sous-composantes, notamment l'activité, les commandes et une composante emploi. Cet ISM, vous l'avez dit dans vos titres, ressort au plus haut niveau depuis 10 ans. Avec la composante emploi qui va avec. On sait que les questions d'emploi, c'est le thème principal, c'est le sujet principal, la composante principale regardée par la Fed pour ajuster ses taux. Et on a eu aujourd'hui une donnée relativement mitigée d'ADP, mais on voit que les marchés, l'estimation a été observée, mais les marchés vont surtout regarder le chiffre NFP. Et donc on a le sentiment, et je vais accélérer un peu là-dessus, que le dollar fort, pour l'instant, ne pénalise pas réellement l'économie américaine et que donc la Fed a encore un peu de marge de manœuvre pour le tirer à la hausse involontairement en remontant les taux. Et donc je pense que les chiffres de l'emploi américain de vendredi, s'ils sont relativement en ligne avec ce que le marché attend, ils oscillent dans la zone des 200 000, voire un peu au-dessus, eh bien on pourra avoir des accélérations assez fortes à la baisse donc des marchés actions et un dollar qui reprendra la hausse. Parce que on a le sentiment que ces données économiques, et je rebondirai encore une fois sur les propos de Lockhart, Denis Lockhart de la Fed cette semaine, il a indiqué qu'il faudrait, selon lui, que l'économie se dégrade sensiblement d'ici la réunion de septembre pour changer sa perspective de voir le premier relèvement de taux en septembre. Donc voilà, cet environnement, pour moi, ne me semble pas favoriser la poursuite du rallye des actions américaines, et donc je pense qu'il peut y avoir également un impact à court terme sur les marchés européens. Bon, sur l'Europe, là justement, on peut dire un mot. Alors il y a eu les publications d'entreprises qui ont été très très nombreuses. Alors la semaine dernière, on avait les 3/4 du CAC quasiment. On avait encore quelques éléments aujourd'hui, la Société Générale notamment. On a eu le secteur de l'assurance aussi. Alors on en parle peut-être un peu moins que le secteur bancaire, mais c'est un secteur qui vous intéresse également. Il y avait AXA hier, ING aujourd'hui. ING aujourd'hui, oui, il y a eu beaucoup de mouvements dans l'assurance, donc on voit qu'il y a eu des publications. Bon, AXA, c'était plutôt bon. Ça a même rassuré les investisseurs. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait un parcours. On a toujours beaucoup parlé du secteur financier dans sa globalité, et on voit qu'il y a eu un parcours qui a été quand même très très différent entre le secteur de l'assurance et le secteur du bancaire. Le secteur bancaire bénéficiant quand même bien de la recovery, et le secteur de l'assurance étant quand même pas mal handicapé par cet environnement de taux extrêmement faible. Donc on voit quand même que sur un certain nombre de publications, il y a quand même une solidité qui ressort, et sur AXA, c'était vraiment clarifié aujourd'hui parce qu'AXA avait quand même eu une sous-valorisation assez notoire par rapport à l'ensemble du secteur, et on voit qu'ils sont très dynamiques et qui profitent bien de leur exposition américaine. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Et puis on a eu des groupes comme ING ou comme AGEAS qui ont publié également aujourd'hui, où là on voit que c'est globalement
globalement conformes, mais il ne faut pas oublier que ce sont des groupes qui se sont énormément restructurés sur les dernières années et qui aujourd'hui avaient des niveaux de valorisation qui étaient quand même assez bien payés. Et on voit que sur des publications comme ça, ça peut entraîner des corrections. C'est vraiment à l'image des publications qu'on a eues sur les derniers jours. Soit on publie et qu'on donne une vraie bonne surprise au marché, et là c'est vraiment les investisseurs se précipitent, mais quand on tient tout juste la copie, là il y a quand même une sanction immédiate. Alors vu le parcours d'INJ sur des valeurs du CAC, sur des publications, ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas eu ça. On a l'impression qu'on est à Wall Street là. Exactement, mais en même temps la remontée du marché elle a démarré au cours de l'été 2012, même si on a eu des secousses de manière épisodique, que ça soit avec l'Ukraine, que ça soit avec la Grèce, mais le vrai point de départ quelque part où les marchés ont été rassurés, c'est depuis 2012. On a eu la partie qui a été liée quelque part avec la correction des excès qu'on avait pu avoir sur la crainte de la dette et la crainte de l'euro, et puis après on a eu une vraie revalorisation, mais elle a concerné l'ensemble du marché. Maintenant on arrive à un moment donné, je dirais un peu à un tournant sur le marché, où en fait on va regarder les dossiers vis-à-vis d'eux-mêmes, et on voit qu'au sein d'un même secteur, là il y a des copies qui sont différentes. Ça a été le cas dans l'automobile, c'est un des exemples les plus flagrants entre l'automobile allemande et l'automobile française. Et puis après, sur le secteur bancaire, on voit aussi, on l'a vu avec Crédit Agricole aujourd'hui, secteur par secteur, il va y avoir des gagnants et des perdants. L'exposition émergente, l'exposition notamment à la Chine est un des critères les plus importants. Et puis la façon dont la société arrive à restructurer ses coûts, les acquisitions qui sont en perspective, les perspectives de croissance pour les mois à venir, le niveau de valorisation, tout ça va être des critères qui vont maintenant être lus dossier par dossier. C'est plus uniforme. Des corrélations au sein d'un même secteur. C'est même plus des thématiques sectorielles, mais c'est au sein d'un même secteur. Et c'est vrai qu'on voit Soc-Gen qui prend 8%, BNP et Crédit Agricole, ils font comme le marché aujourd'hui. Il n'y a pas du tout d'effet d'entraînement là sur le reste du secteur aujourd'hui. Non, parce que je pense que déjà Société Générale avait pris un petit peu, mais pas autant sur les autres publications. Donc effectivement, ça donne ça rassure, parce que là on arrive à un bilan, on a publié toutes les bancaires, donc on commence à avoir une bonne lecture de l'environnement français, mais on voit vraiment là que maintenant on peut plus se permettre le moins de dérapage. Et le meilleur exemple c'est aux États-Unis, notamment sur certaines valeurs technologiques, où là il faut vraiment être au rendez-vous et l'être de façon très confortable. Bon Disney, alors c'est pas, oui si, il y a un peu de techno quand même dans Disney, voilà, c'est moins 8,5% sur une publication. Effectivement, petite déception sur l'activité télé, le titre était cher, se payait 25 fois les bénéfices au plus haut, donc là voilà, sanction immédiate. Vous vouliez ajouter quelque chose, Benjamin? Oui, en réalité on a une réaction sur les titres qui correspond assez bien au sentiment qu'on a en global sur le marché. Aujourd'hui, les investisseurs sont inquiets, mais pas au point de quitter le secteur des actions. Et donc, on rentre dans un vrai marché de stock picker, où en fait, vous allez aller chercher le champion dans chaque zone, dans chaque secteur. Et donc là, dans le secteur bancaire, forcément, vous vous trouvez avec des corrections où on va très vite s'ajuster et délaisser un titre pour un autre. Et comme les positions sont assez importantes et assez concentrées sur un nombre réduit de titres, tout mouvement est globalement assez amplifié. Et donc, sur des réactions comme on a aujourd'hui, alors ne nous emballons pas, peut-être pas Wall Street, mais on a des variations qui redeviennent plus en corrélation avec des marchés de stock picker. Renault aussi, sur sa publication qui était pourtant très bonne, là, qui perdait, je sais plus, 5-6%, je crois, il y a 15 jours. Donc, quand même des marchés, des réactions violentes. Vous voulez dire un mot par rapport à ça, Alexandre? C'est vrai que ça fait un moment qu'on entend, c'est un marché de stock picker. Est-ce que c'est le moment où ça devient là vraiment un marché de stock picker? Est-ce que l'idée d'acheter le marché dans son ensemble, là, aujourd'hui, ça a moins de sens? Oui, aujourd'hui, oui, parce que, alors, ça dépend, encore une fois, l'échelle de temps sur laquelle on se place. Aujourd'hui, je répondrais clairement oui, parce que incertitude américaine, incertitude sur la Chine, et donc un marché qui rebondit comme ça, à proximité des 5200 points, pas loin de son plus haut annuel, dans un contexte comme celui-ci, me paraît relativement risqué de jouer l'indice pour jouer l'indice à très court terme. Donc, effectivement, je veux dire plutôt des valeurs qui pourraient résister à un prochain choc, en provenance de la Chine ou des États-Unis, me paraît plus judicieux. En revanche, au-delà d'une échelle de temps qui me paraît être raisonnable de 3-4 mois, au-delà, je pense que jouer à nouveau l'Europe et les indices européens globalement me paraît être une bonne stratégie, parce que les facteurs macro de soutien très larges sont bien présents. Pétrole peu cher, euro bas,
taux souverain qui reste malgré tout très bas, le plan Juncker qui apporte une petite bouffée d'oxygène également, la BCE qui garde toujours le pied sur l'accélérateur avec le QE. Donc il y a quand même un contexte global qui permet de jouer l'ensemble des indices européens. Je pense notamment à l'Espagne qui se rattrape pas mal en ce moment, l'Allemagne, la France également toujours pays cœur. Donc voilà, ça me paraît à court terme, oui, tout à fait judicieux. Dans une horizon de temps de 4-5 mois, je pense que jouer globalement l'Europe sur 4-5 gros indices européens me paraît également une stratégie assez adaptée. Ouais, et vous disiez juste à l'instant, on en dit un mot pour les auditeurs téléspectateurs, le meilleur exemple du marché de stock picker aujourd'hui, c'est Bonduelle. Bonduelle, ils ont publié hier, on était avec Christophe Bonduelle. Alors évidemment, ils ont une exposition au marché russe, mais il dit, attendez, nous on n'est pas exposé au risque russe, pas au risque d'embargo en tout cas, et même la dévaluation du rouble, on produit local. Non, effectivement, il faut descendre dans les dossiers de manière très précise, parce que quand on regarde l'exposition à la Russie, c'est ce qui a pu faire peur sur ce dossier à un moment donné, mais en Russie, ils produisent en Russie, ils vendent en Russie, et ils vendent sur des niveaux, sur des produits, en tous les cas sur des produits de base, donc une consommation que le consommateur russe a, des produits que le consommateur russe continue d'acheter. Donc il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'ils ont une croissance, ils ont une rentabilité de près de 15% en Russie. La chute du ruble, c'est neutre pour leur marge sur place. C'est totalement neutre, mais ça leur amène en termes de résultats global une rentabilité beaucoup plus élevée que ce que le groupe arrive à délivrer. Donc aujourd'hui pour eux, il n'y a aucun problème sur l'exposition russe, alors que si on regardait si on avait une lecture trop rapide, on aurait pu délaisser le dossier à cause de ça. Merci Alexandre d'avoir été avec nous pour la clôture ce soir. Clôture du CAC, voilà, en hausse de 1,65%, 5196 points. On repart de l'avant donc en Europe après la pause marquée hier. On va s'arrêter encore quelques instants dans ce club de la bourse. On se retrouve avec nos deux invités qui sont avec nous jusqu'à 18h. Et le CAC donc à la frontière des 5200 points ce soir. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Tout l'été sur BFM Business, la librairie de l'écho. Du lundi au jeudi à 19h, Emmanuel Le Chypre sélectionne le meilleur de l'écho en livre. Retrouvez les auteurs, les chroniqueurs et les critiques pour partager le meilleur de la littérature économique. La librairie de l'écho, présentée par Emmanuel Le Chypre du lundi au jeudi à 19h sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Dernier quart d'heure du club de la bourse avec nos invités en plateau, Isabelle Enos, directrice adjointe de la gestion de B Capital, Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance. Bon, on redit un petit mot du marché européen. Enfin, il faut se souvenir que début juillet, on était à 4600 points sur le CAC. Bon, finalement, il fallait rester investi, en tout cas jusqu'à présent, il fallait rester investi cet été, Isabelle. Oui, il fallait exclure la question grecque, qui a quand même fait peur à un certain nombre d'investisseurs. Mais même si dans le discours, on était convaincu que le poids de la Grèce et la question grecque serait épisodique, il n'empêche que les secousses, elles ont quand même été assez violentes et on a quand même fait 4006, 5002 en ligne droite en un mois. Donc effectivement, il fallait rester sur les marchés. Il fallait attendre ces fameuses périodes de publication qui ont été quand même porteuses. Mais c'est vrai que l'été n'est pas fini. On va rentrer dans une période qui va être beaucoup plus creuse dans les prochaines semaines, où la question américaine et de relèvement des taux d'intérêt va occuper le terrain. Et puis aussi les publications de données statistiques sur la tenue de l'économie de la zone euro pendant cette question grecque. Il faudra voir aussi si l'impact en termes de confiance a été important ou pas, ou si on se retrouve dans la situation qu'on avait connue l'année dernière au moment de la crise ukrainienne, où on avait eu un trou d'air qui avait été extrêmement ponctuel et où derrière le marché, en tous les cas l'économie était repartie de façon très dynamique. Donc il y aura ça un petit peu comme fil conducteur sur les prochaines semaines, mais effectivement il fallait rester investi. On a quand même, faut pas oublier, on est quand même sur une période de recovery en Europe qui laissait quand même du champ à une valorisation des actifs. Justement là, alors on a une bonne partie des publications, donc les analystes, là, le consensus peut-être pour les prochains trimestres va évoluer. Je crois que pour la zone euro, de mémoire, le consensus c'est stable pour l'instant sur une croissance des bénéfices de 18%, je crois, les dernières révisions. Ça laisse encore de la marge pour des bonnes surprises, parce qu'on sait que le marché fonctionne comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, si on bat les estimations, c'est ce qui généralement fait avancer un titre.
titre au-delà de sa seule croissance bénéficiaire. Si elle est déjà anticipée par le marché, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à attendre. Mais est-ce que ça laisse de la place encore pour des bonnes surprises? Ça en laisse encore. Alors après, il faudra voir comment les entreprises vont délivrer. Il faudra voir comment vont évoluer forcément le cours du pétrole. Ouais. Parce que ça, c'est les hypothèses qui sont prises aujourd'hui. Elles sont prises quand même sur un pétrole qui est relativement bas. L'euro-dollar, c'est pareil. Donc ça va être important pour les prochains mois. Mais effectivement, sur certains titres, ça laisse du champ parce qu'on voit quand même qu'il y a des améliorations. On l'a vu, ça a été le cas de Peugeot la semaine dernière, où on a des groupes qui délivrent beaucoup plus vite que ce qui avait été anticipé. Donc sur ces groupes-là, il y a encore de la marge de manœuvre, en tous les cas du potentiel de hausse. Maintenant, voilà, faut pas se tromper de cheval, entre guillemets. Le pétrole pas cher, c'est bon ou pas? Enfin, je sais pas, on se repose la même question qu'en mars, là, quand le pétrole chutait. Alors, je vous avais dit à l'époque que c'était pas bon. D'accord, voilà. Et c'était pas forcément très consensuel. Non, mais vous le l'aviez fait est que... effectivement. En tout cas, c'était pas que bon. Ça, voilà. C'est sûr qu'on l'a vu après. Puis après, le pétrole a rebondi. Puis là, on a commencé à entendre des gens dire c'est bon, si le pétrole remonte, c'est bon pour c'est toujours bon, il y a de la croissance. Voilà, dans les deux cas, j'ai l'impression que c'est bon. C'est toujours bon. En réalité, le pétrole bas aujourd'hui n'est pas très bon pour les États-Unis et plutôt bon pour l'Europe. Parce qu'on importe énormément de pétrole, et plutôt bon pour les pays émergents et notamment pour la Chine, mais l'impact global reste pour moi plutôt négatif du fait de l'impact aujourd'hui sur le secteur financier, possible sur le secteur financier aux États-Unis et sur le secteur de l'emploi aux États-Unis, parce que je rappelle que, vous le disiez, a priori l'Europe va un petit peu mieux, mais dans les dernières prévisions du FMI, si je me trompe pas, on a revu à la baisse la croissance mondiale, notamment parce qu'on a des craintes sur la Chine, parce qu'on a des craintes sur les États-Unis, parce qu'au début de l'année, on attendait, je vous rappelle, 3,5% de croissance aux États-Unis, et qu'on n'en est plus là, on parle d'une croissance qui serait comparable à celle de l'année dernière. Donc c'est quand même pas encore le Pérou, d'où la question sur les taux, quoi. On en revient toujours à la même chose, on tourne autour de ça. Est-ce que cette croissance est suffisamment solide? En tout cas, une chose est sûre, Grégoire, c'est que aujourd'hui, le secteur des matières premières est un secteur qui est très fortement délaissé. Je crois qu'historiquement, il n'a jamais été aussi délaissé. Matières premières, émergentes, ressources naturelles d'une façon générale. Je veux dire une chose, c'est qu'on ne peut pas faire le pari de la croissance et de bourses mondiales qui vont bien sans faire le pari des matières premières. C'est-à-dire que la croissance ne se fera pas sans matières premières. Et donc aujourd'hui, vous dites sur le pétrole, c'est un choc d'offres, c'est un problème de production, un problème de demande. Oui, tout à fait. Enfin, il y a les deux. Mais malgré tout, le choc d'offres, ce que je vous dis aussi, c'est que ce choc d'offres, il est temporaire et qu'on approche de la fin de la résolution, parce qu'on a arrêté d'investir, parce que les pétroles de schiste ne pourront pas continuer éternellement. Ça, c'est mon point de vue, tout le monde ne le partage pas. Et donc pour moi, le prix du pétrole sera plutôt aux alentours de $60, $70 le baril à horizon fin du premier trimestre 2016. Et donc si vous revenez sur ces niveaux-là, ça pose un certain nombre de questions. Et encore une fois, vous n'aurez pas de croissance si vous n'avez pas des matières premières solides. S'il n'y a pas de consommation de matières premières, comment il peut y avoir de la croissance, objectivement? Voilà, donc aujourd'hui c'est un secteur qui est délaissé. On sait que c'est dans les moments où les secteurs sont délaissés qu'il faut s'y intéresser. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des très bonnes opportunités à faire dans le secteur des matières premières. Bon, et alors, le lien avec les émergents, mais c'est vrai qu'on a vu des groupes sanctionnés sur leur exposition à la Russie. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec Bonduelle, il ne faut pas se tromper. C'est pas parce que Bonduelle opère en Russie qu'ils ont des problèmes en Russie. Au contraire, puisqu'ils produisent local, ils vendent local évidemment, mais ils produisent sur place. Donc leur base de production est en rouble. Mais je ne sais pas, on a évoqué le secteur automobile, par exemple, des Volkswagen, les automobiles allemandes. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que là il y a une détestation des émergents, enfin d'un point de vue d'investisseur, qui atteint là aussi presque son paroxysme. On voit même des entreprises, elles veulent pas parler des émergents, elles veulent pas parler de leur exposition à la Chine. Par contre, on est très présent aux États-Unis. Aux États-Unis, ça cartonne. Voilà, et en Europe. Mais est-ce qu'à un moment là aussi, je veux dire, il va falloir retrouver un peu de raison par rapport à tout ça, ou c'est très différent de ce qu'on pouvait avoir en présentation de résultats il y a quelques années. On est bien d'accord. Maintenant, le problème est toujours le même. En fait, on a eu une très forte croissance. Il y avait la croissance affichée pour la Chine. Et puis après, quand on redescendait, on sait aussi que les grandes villes ont en termes de consommation, été très majeures. Après, les groupes se sont attaqués à l'ensemble du pays. Et je pense qu'il y a un certain nombre de groupes qui n'ont pas forcément vu que le consommateur chinois était un consommateur quand même assez atypique, qui était un consommateur assez volatile, qu'on ne touchait pas les consommateurs, en tous les cas les grandes fortunes chinoises qui ont profité de la croissance
croissance en premier, comment toucher l'arrivée sur le marché des nouveaux consommateurs chinois. Donc je pense qu'il y a aussi une nécessité d'adaptation des stratégies des grands groupes internationaux à ce développement de la Chine, parce que effectivement la croissance est plus ralentie. Maintenant, il y a une masse de population qui bénéficie de cette croissance qui est beaucoup plus large. Il y a un potentiel de consommateurs qui est plus large que par le passé, mais il faut peut-être s'y intéresser de manière différente. Le meilleur exemple dans le secteur du luxe, c'est Burberry, qui a commencé à s'attaquer au marché du digital bien avant sur les consommateurs qui n'avaient pas des magasins en propre près de chez eux et qui a commencé à envisager la distribution de ces produits de manière différente. Alors et qui aujourd'hui... Le luxe a toujours détesté le numérique. La vente en ligne, ça a toujours été l'ennemi de la distribution classique du luxe. Effectivement, mais le numérique doit aujourd'hui toucher aussi ces marques-là. Donc on y vient très progressivement parce qu'il faut trouver un moyen de ne pas cannibaliser la façon dont, je dirais, son image, la façon dont on véhicule son image. Et Burberry sait bien le faire. Ils ont des défilés en ligne sur leur site internet. Après, il faut trouver pour chaque marque le moyen de trouver de nouveaux clients et de fidéliser ces clients sans dénaturer la marque en propre. Donc ça, c'est un vrai défi. C'est vrai que l'histoire chinoise, elle n'est pas finie. Enfin, il y a des groupes qui savent appréhender la nouvelle croissance chinoise, les nouveaux équilibres chinois. Il y a des et surtout bien comprendre les consommateurs, parce qu'aujourd'hui on est arrivé, les premiers groupes qui sont arrivés, ils ont un peu déblayé un marché qui était nouveau, et aujourd'hui on a des consommateurs plus exigeants, c'est normal. Quand on voit on a beaucoup parlé d'Apple ces derniers jours, mais on voit que les groupes chinois commencent à grignoter de manière assez importante des parts de marché à Apple. Le consommateur c'est un consommateur exigeant qui change vite son fusil d'épaule, qui veut de la nouveauté. Donc il faut vraiment aller très vite et pas forcément aborder le marché chinois comme on peut aborder le marché européen ou américain. Tiens, un mot d'Apple, on n'a pas arrêté de parler d'Apple ces derniers jours. Alors il y avait tous les headlines sur la chute du titre en territoire de correction, sous la moyenne mobile de 100 jours. Enfin, on a lu des histoires pas possibles. Enfin, pourquoi ? Parce que c'est quand même 700 milliards de capi, évidemment, c'est une boîte importante. Mais c'est quoi ? C'est un titre systémique ? C'est devenu un proxy macro ? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant ? Pourquoi est-ce que ça fait autant de buzz là ? Moi, je dirais que c'est parce que c'est un fer de lance de la capacité d'innovation et de la capacité de rebondir. Apple, c'est une société qui est morte et qui est ressuscitée plusieurs fois dans son histoire. Le problème aujourd'hui que le marché, enfin la question que se pose le marché aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut créer une nouvelle révolution tous les 5 ans ? Est-ce que c'est possible ? Quoi après l'iPhone ? Parce que là, typiquement, il n'y a pas eu de publication sur les ventes de l'Apple Watch. Non. Et c'est ça qui peut-être a questionné le marché. Ce ne serait pas l'iPhone de demain, enfin à ce stade en tout cas. C'est ça. Et donc la question qui peut se poser, c'est Apple est une boîte extraordinaire, mais est-ce que on a des relais de croissance ? Est-ce qu'aujourd'hui Apple ne se paye pas trop cher ? C'est une question qui commence à se poser parce que il y a, Isabelle le disait, Xiaomi, Huawei qui commencent à mordre sur les plates-bandes. Et quand vous avez un téléphone qui fait la même chose et qui coûte 2,5 fois moins cher, il faut vraiment qu'il y ait un vrai attachement à la marque pour que vous continuiez à consommer Apple. C'est un risque. Il y en a qui sont encore attachés au titre, puisque voilà, on a ouvert en baisse de 2%, puis il y en a quelques-uns qui ont commencé à racheter. Le titre progresse désormais 2% à Wall Street. On est dans le vert à New York en cours de séance, et le CAC qui clôture en hausse de 1,65% ce soir, 5196 points. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Isabelle Hénos, B Capital, Benjamin Louvet, Prime Finance, bientôt 18h. Le grand journal à suivre avec Delphine Liu. On se retrouve demain 15h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. À suivre, le grand journal de BFM Business. Les talents du trading sont de retour pour une 4e saison sur BFM Business. Dès fin octobre, 10 candidats s'affronteront pour devenir le talent du trading 2015. Chaque semaine, affrontez des milliers d'investisseurs et réalisez les meilleures plus-values pour vous qualifier. Pour participer à cette grande compétition et commencer à vous entraîner dès maintenant, inscrivez-vous sur les talents